Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Le thème que vous avez choisi pour votre conférence intéresse certainement les dirigeants des différentes communautés religieuses qui sont réunies aujourd'hui, mais il intéresse bien au-delà tous ceux qui considèrent que l'économie doit être mise au service de l'homme et pas l'inverse. Le sujet que je dois introduire, le rôle du dirigeant sur la culture de son entreprise, est un sujet difficile parce que chaque entreprise est un cas particulier. Il est très difficile de généraliser. Je parlerai donc à partir de ce que je connais, que vient de rappeler le président Lecoq, essentiellement les chemins de fer français, la SNCF et EADS, cette entreprise multinationale dont le fleuron le plus connu est Airbus. D'abord, quelques remarques préliminaires. Une définition, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise? La culture d'entreprise, c'est un ensemble de valeurs, de pratiques et de comportements qui sont spécifiques à une entreprise. Je résume là la difficulté de l'exercice. Et pourtant, la culture d'entreprise est extrêmement importante. Il n'y a pas de chef d'entreprise qui ne vous dise à quel point il a pour attention prioritaire la culture qui règne au sein de son entreprise. Cette culture est indissociable de l'histoire de l'entreprise, de son identité. Elle s'inscrit dans la durée. Et c'est la culture d'entreprise qui donne la cohésion des équipes, qui donne sa cohérence au cadre de travail. C'est très important parce que même si si ce n'est jamais formalisé, il n'y a pas un document qui s'appelle la culture d'entreprise. C'est cet ensemble informel qui structure le corps social de l'entreprise et qui structure la relation de ce corps social avec l'extérieur de l'entreprise. Et je dirais, puisque nous sommes entre chefs d'entreprise, qu'à ce titre, la culture d'entreprise est un élément de sa différenciation. Ça peut donc être un élément de sa compétitivité. Je crois qu'il faut être attentif à cela. Et en même temps, la culture d'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. C'est un actif qui relève très largement de l'informel. Je le disais, il n'y a pas de document qui peut décrire cette culture d'entreprise. Elle est très longue à construire. J'en ai un peu l'expérience avec EADS, puisque cette entreprise récente, elle a été créée en 2000, à partir de 4 bouts, un bout allemand, un bout français, un bout espagnol et un bout britannique, auxquels se sont rajoutés d'autres bouts, maintenant un bout américain. Il a fallu plus de 10 ans pour que nous puissions commencer à dire qu'il y avait une culture d'entreprise EADS, qui ne soit pas la simple juxtaposition des cultures d'entreprise qui ont été à l'origine de cette concentration. La culture d'entreprise est un élément de stabilité, puisque c'est le long terme. Dans un contexte en perpétuelle mutation, et je reviendrai évidemment sur ce point, mutation des équipes, mutation du contexte économique et social, mutation, changement dans la stratégie de l'entreprise, tous ces éléments challengent constamment la culture de l'entreprise. Et donc cette culture, elle doit évoluer tout en restant fidèle à certains fondamentaux. C'est la difficulté de l'exercice. Dans ce contexte, le rôle du dirigeant de l'entreprise me paraît double. Il est d'abord d'avoir les idées claires et de les exprimer clairement. Et deuxièmement, lui-même doit être le reflet de cette culture d'entreprise dans son comportement personnel.
Sinon, rien ne se passe. Avoir les idées claires sur la culture que l'on souhaite voir adopter et exprimer ces idées. Le chef d'entreprise doit construire sa vision de la culture qu'il souhaite promouvoir au sein de son entreprise. Il doit avoir une vision. Au-delà de la stratégie, au-delà des plans pluriannuels dont les entreprises sont abreuvées, le chef d'entreprise est là pour porter une vision qui, d'une certaine manière, coagule la culture de l'entreprise. Et cette vision, il doit en faire un projet collectif. C'est-à-dire que la culture se construit avec tous les personnels. Elle ne se construit évidemment pas dans un petit cénacle où le chef d'entreprise puiserait quelques idées qu'il aurait ensuite pour tâche de répandre dans l'entreprise. Ça doit être une expression, ça doit être un travail collectif qui associe toute l'entreprise. Il faut, première exigence, l'écoute. L'écoute. Compréhension des spécificités propres à l'entreprise, de son histoire, de son identité. On ne part pas de zéro. J'ai l'habitude de dire que les entreprises ont des racines. Quand elles n'ont plus de racines, elles ne vont habituellement pas très bien. Les entreprises ont des racines, il faut les connaître, ces racines. Connaître les spécificités propres de l'entreprise. Je compare les deux entreprises que j'ai dirigées dans la dernière partie de ma vie. Dans les chemins de fer, la SNCF, c'était un ancien monopole d'État, appartenant à l'État, imprégné de valeurs de service public, relativement franco-français, et EADS, c'était exactement l'inverse. Une entreprise jeune, franco-allemande dans ses bases, mais je l'ai dit maintenant très multiculturelle, de haute technologie sur des marchés mondiaux et cotée en bourse. Donc sous la surveillance de ce qu'on appelle les investisseurs. Deux configurations différentes, deux cultures complètement différentes. Et je dois dire que c'est un certain choc culturel de passer le mardi de la SNCF au mercredi chez EADS, ce qui m'est arrivé. Donc j'étais assez préparé parce que dans le temps, j'avais été à la tête d'entreprises aéronautiques. Mais je dois dire que le choc culturel est intense. Je pense qu'il faut, deuxième élément, avoir les idées claires sur la stratégie de l'entreprise parce que, d'une part, elle conditionne la culture de l'entreprise, mais elle tient compte de sa culture aussi. On ne fait pas une stratégie sans tenir compte de la culture de l'entreprise. Et troisièmement, être à l'écoute aussi des éléments qui changent l'environnement. Et je voudrais, si vous le permettez, en évoquer deux. Le premier, c'est la mondialisation. Je reprendrai d'ailleurs ici une distinction que j'ai vue ce matin dans l'exposé du cardinal Tucson. La mondialisation. Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur la culture des entreprises ? D'abord, l'uniformisation des modes de fonctionnement. À partir du moment où les entreprises sont sur des marchés mondiaux, se confrontant avec d'autres entreprises, d'autres pays, il y a une sorte d'uniformisation des modes de fonctionnement. Une certaine perte des spécificités locales. Et cette uniformisation, elle se fait sur le modèle anglo-saxon. C'est clair. C'est le modèle qui domine, au moins pour les grandes entreprises. Avec une particularité forte qui est la financiarisation. Cela veut dire le poids spécifique des actionnaires au sein de l'entreprise par rapport aux autres parties prenantes, aux autres stakeholders de l'entreprise. Je pense là qu'il y a un élément tout à fait nouveau. Et feuilletant ce matin le document
sur la vocation du dirigeant d'entreprise, j'ai trouvé une citation de Benoît XVI qui est à mon sens une description sans concession des risques de la financiarisation. Je vous lis cette citation, ou plutôt ces deux citations. Un des risques les plus grands est sans aucun doute que l'entreprise soit presque exclusivement soumise à celui qui investit en elle et que sa valeur sociale finisse ainsi par être amoindrie. Et le pape Benoît XVI poursuit plus loin, les entreprises ont de moins en moins à leur tête un entrepreneur stable qui soit responsable à long terme de la vie et des résultats de l'entreprise et pas seulement à court terme. Il est clair qu'il y a là beaucoup de choses. La première chose, c'est que une des parties prenantes, un des stakeholders est en train d'établir son hégémonie sur l'entreprise et que cela se traduit à la fois par le fait que les autres parties prenantes pèsent moins et deuxièmement que le court terme l'emporte de plus en plus sur le long terme. Je crois qu'il y a là une menace non seulement pour les entreprises, mais pour le fait que nous souhaitons que les entreprises jouent leur rôle dans la vie sociale des différents pays où elles agissent. Second élément, second exemple que je prends parce qu'il est également frappant de l'impact sur la culture d'entreprise, c'est le numérique, Internet. Internet accélère tout. Il accélère la diffusion de l'information qui devient quasiment immédiate. Il accélère le processus de décision. Il remet en cause les fonctionnements hiérarchiques au sein de l'entreprise. Tout ceci n'est pas obligatoirement négatif, du tout. Mais c'est un bouleversement profond des cultures d'entreprise. Et moi, j'ai vu ça chez EADS, j'ai vu la montée formidable d'Internet au sein de l'entreprise, avec un risque, c'est la coupure du collectif de l'entreprise en deux. Ceux qui, les vieux, j'allais dire, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 35 ans, certains d'entre vous peuvent se sentir visés, ceux qui ont plus de 35 ans, qui utilisent Internet, mais c'est un outil pour eux. Et pour eux, c'est un outil qu'ils plaquent sur les fonctionnements traditionnels de l'entreprise. Et puis ceux qui ont moins de 35 ans, Internet, ce n'est pas un outil pour eux, c'est le prolongement de leurs doigts et de leur cerveau. Et ça veut dire qu'ils ne sont plus du tout dans le même monde que ceux de plus de 35 ans. Et moi, j'ai vu dans l'entreprise le risque d'une coupure entre ces deux populations qui se comprenaient de moins en moins. Les anciens disant, mais alors, comment va fonctionner l'entreprise? Il n'y a plus de hiérarchie. Normalement, c'était moi qui diffusais l'information, maintenant ils ont l'information avant moi. On travaille de plus en plus dans des espaces ouverts, qui posent d'ailleurs des problèmes pour la confidentialité. Les jeunes s'associent dans des réseaux sociaux qui transcendent toutes les frontières de l'entreprise, tous les organigrammes. Et je peux vous dire que c'est un élément que nous avons pris très au sérieux et nous avons fait plusieurs réunions du comité exécutif pour traiter ce sujet, l'impact sur la culture de l'entreprise d'Internet. Donc avoir les idées claires sur ce que l'on veut. Avoir les idées claires, clarté vis-à-vis des parties prenantes, indissociable de la capacité d'écoute. Ceci commence à toucher l'éthique. Une éthique des relations internes et externes dans l'entreprise. Respect des personnes, devoir de transparence. J'ai l'habitude de dire de résumer ma pensée en disant « dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit ». Ça paraît simple. Je ne veux pas être complètement naïf. Je n'ai jamais dit totalement ce que je voulais faire.
ni fait totalement ce que j'avais dit, mais je pense que c'est un objectif qu'il faut viser. Il faut avoir ça en ligne de mire. C'est en tout cas, j'en suis persuadé, le seul moyen de créer de la confiance au sein de l'entreprise. Vous créez de la confiance lorsque vous êtes transparent et lorsque vous respectez les engagements que vous avez pris. Je reviendrai sur ce point. Si la culture d'entreprise est un projet partagé, eh bien, il faut effectivement le partager. Ça ne peut pas être uniquement un slogan, projet partagé, parce que si c'est un slogan, vous créez une immense déception dans les personnels. Ils voient dans vos discours que vous dites c'est un projet partagé, et ils ne constatent pas que vous le partagez dans la réalité. Chacune des parties prenantes dans l'entreprise et hors de l'entreprise doit pouvoir retrouver dans la culture de l'entreprise les éléments qui garantissent la prise en compte de ses propres intérêts. Les salariés d'abord. Ils doivent pouvoir trouver dans la culture d'entreprise les conditions de leur épanouissement personnel, de leur progression et surtout le sens donné à leur travail. J'ai mis plusieurs années à comprendre à quel point il était important de donner du sens au travail des salariés d'une entreprise. Et j'ai été frappé parce qu'on a fait des sondages, vous savez que c'est très à la mode, chez EADS pour savoir quel était le degré d'engagement des personnels. Et la principale question qui nous a été posée, c'est comment donnez-nous du sens à notre travail ? Je pense que c'est tout à fait décisif. Les actionnaires, j'en ai dit du mal tout à l'heure, mais ils sont là, et ils ont droit aussi au retour à la profitabilité de l'entreprise, à la rémunération du capital qu'ils ont investi dans l'entreprise et à la maîtrise des risques. Les actionnaires ont droit à ce que l'entreprise prenne très au sérieux les risques qu'elle court. Une entreprise, ça prend des risques. Il n'y a pas d'entreprise sans prise de risque. Il est très important pour toutes les parties prenantes, et en particulier pour les actionnaires, que cette prise de risque soit totalement maîtrisée. Les clients ont droit à la qualité et à la fiabilité des produits et au respect des engagements pris à leur égard. L'environnement local, il a droit au développement économique, il a droit au respect des équilibres locaux, il a droit au respect de l'environnement dans la localisation des entreprises. Les partenaires sociaux, les syndicats, ils ont droit à la loyauté dans les relations, ils ont droit à l'écoute réciproque, et ils auront de plus en plus droit aussi à participer à leur manière aux décisions de l'entreprise. J'ajoute un dernier point pour les parties prenantes parce que c'est un peu plus spécifique, mais se pose la question dans les entreprises de plus en plus de la place des femmes. Il est clair qu'on ne peut pas rester dans une situation où une grande partie de l'industrie est une industrie masculine. Et je peux vous dire que ma propre entreprise n'était pas un modèle dans le genre. L'aéronautique est certainement très en retard en matière de parité et de chances données aux femmes pour progresser. Ça fait partie, à mon avis, de l'évolution souhaitable, normale de la culture de l'entreprise. Dernier point dans cette clarté dans l'expression. Il faut mettre des mots sur la culture d'entreprise. J'ai dit que la culture d'entreprise, il n'y avait pas de document. Je pense qu'il ne faut pas en faire. Il peut y avoir des documents sur les valeurs de l'entreprise, il peut y avoir des codes d'éthique, il peut y avoir un certain nombre de choses comme celle-là qui sont des briques d'une culture d'entreprise, mais qui ne peuvent pas la résumer. Mais le dirigeant d'entreprise, il doit être, lui, capable de mettre des mots qui sont en résonance avec la culture de l'entreprise, de manière claire et cohérente.
La lisibilité de la culture d'entreprise en dépend en grande partie, et c'est de cette lisibilité que va naître la cohésion du corps social de l'entreprise. Le dirigeant doit prendre ses responsabilités, afficher ses vues et ses propres convictions. Nous avons un devoir de clarté vis-à-vis de l'ensemble des personnels et plus largement vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Ça concerne les actionnaires, ça concerne les clients, ça peut concerner les fournisseurs aussi. Quand une entreprise ne respecte pas ses délais de paiement, elle ne respecte pas ses fournisseurs. Ceci me conduit à une réflexion, donc, sur le rôle du dirigeant à travers ses propres pratiques et ses propres comportements. C'est ma deuxième partie. Alors, je ne souhaite pas transformer le dirigeant en une sorte de moine qui serait là. Pour ça, d'ailleurs, que le terme vocation me gêne un peu, parlant des dirigeants d'entreprise, qui est utilisé dans le document. Je suis plutôt pour prise de responsabilité que pour vocation. Mais peut-être n'ai-je pas bien compris le terme vocation. Je crois que, en tout cas, l'exemple que donne le chef d'entreprise, que donne le dirigeant, plus largement que le chef d'entreprise, est essentiel. Si l'exemple ne vient pas d'en haut, une culture d'entreprise utile et responsable n'a aucune chance d'émerger. Je crois que c'est absolument essentiel. C'est un problème d'efficacité, ce n'est pas un problème éthique, ça peut être un problème éthique, mais c'est aussi un problème d'efficacité. D'abord, dévouement à l'entreprise. Le chef d'entreprise doit montrer qu'il est dévoué à son entreprise. Il doit mettre l'intérêt de l'entreprise avant des considérations de carrière individuelle ou de promotion, ou de rémunération, pardon. C'est essentiel, parce que s'il fait l'inverse, il sera imité par l'ensemble de son encadrement. Si c'est la progression, la carrière individuelle, si c'est la rémunération qui guide le dirigeant, il n'y a aucune raison que ça ne diffuse pas dans la totalité de l'encadrement de l'entreprise. En gros, si le chef n'y croit pas, qui peut y croire? Dévouement à l'entreprise, comportement et éthique. Il y a un sujet qui émerge en Europe, c'est celui de la rémunération des dirigeants. Ce sujet émerge parce que manifestement, il y a eu des excès, des rémunérations incompréhensibles pour l'ensemble des personnels. On est passé en gros de fourchettes de 1 à 30 à des fourchettes de 1 à 300. C'est un sujet tout à fait majeur. Les Suisses viennent de prendre des décisions. Il n'est pas impossible que la France soit amenée à en prendre également, si j'ai bien compris ce que je lis dans les journaux. L'Allemagne y réfléchit elle-même. On cherche à limiter certaines rémunérations excessives. C'est un sujet très difficile, parce que l'entreprise doit être libre aussi de fixer les rémunérations de ses dirigeants. Mais il faut qu'il y ait au sein de l'entreprise des contre-pouvoirs qui permettent aux gens de rester raisonnables. Ces contre-pouvoirs, ça peut être l'Assemblée générale, ça peut être les représentants des syndicats dans les conseils d'administration, ça peut être aussi, excusez-moi, mais la conscience des dirigeants eux-mêmes, qui peuvent comprendre que leur rémunération doit être compréhensible par leur personnel. Je crois que rien n'est plus dissolvant pour le corps social d'une entreprise que des rémunérations incomprises, d'autant plus que l'entreprise traverse des difficultés. Et nous avons vu ça. Je connaissais une entreprise dans ma vie antérieure, une compagnie aérienne américaine,
On avait fait appel à un qui allait mal, on avait fait appel à un sauveteur, un chef d'entreprise qui était venu. Il avait dit « Je souhaite que ma rémunération soit indexée sur la dette de l'entreprise ». Une grande compagnie américaine. Plus la dette était grande dans l'entreprise, mieux il était rémunéré. C'était un cas tout à fait excessif, qui ne s'est pas renouvelé depuis. Bien que dans la banque, il faudrait bien voir si ça n'en est pas dans des schémas de ce type. Deuxième comportement éthique, le respect et l'écoute. C'est absolument décisif. Ce sont les deux vertus cardinales, j'allais dire, pour parler devant un auditoire où les communautés religieuses s'expriment, je dirais que ce sont des vertus essentielles. Respect et écoute de chacun. Ça aussi, ça fait partie du comportement éthique d'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, le dirigeant d'entreprise doit aussi s'aligner sur les règles du code d'éthique de l'entreprise, en matière de cadeaux, en matière d'avantages directs et indirects, utilisation de l'avion privé pour des déplacements touristiques ou familiaux, et bien sûr la corruption. Et nous savons à quel point, dans ce domaine, nous ne sommes pas au bout du chemin. Je crois également, toujours dans cet esprit de comportement du chef d'entreprise, alors ce point est plus controversé, mais en tout cas c'est ma conviction, l'esprit d'équipe. Le chef d'entreprise anime une équipe dirigeante. Les dirigeants animent leurs propres responsables, ce qui rapporte à eux. Il est essentiel que cette animation se fasse avec le souci de l'équipe. Il faut reconnaître et manifester la dimension collective des performances de l'entreprise, à travers les rémunérations en particulier. L'hyper-individualisation des parts variables me paraît poser un vrai problème. Elle oppose les cadres entre eux. Elle ne favorise pas le travail collectif. Il faut être très attentif dans les objectifs que les dirigeants fixent à leur entreprise pour que ces objectifs donnent la prime au collectif. Je suis amateur d'un sport qui est peu pratiqué au Liban, qui est le rugby. Le rugby me paraît un assez bel exemple de ce que pourrait être un esprit collectif au sein de l'entreprise. Il y a un capitaine, mais le rôle du capitaine n'est pas de faire tout, d'agir sans concertation. Il est obligé, il est au milieu du paquet lui aussi. Solidité du paquet d'avant, soutien aux partenaires en difficulté, fiabilité dans la transmission du ballon, en gros tout ce qui constitue le fait que la performance individuelle est au service de la performance collective et que c'est la performance collective qui est recherchée. Une dimension qui n'est pas négligeable, mais ce n'est pas là où j'ai été le meilleur, je dois dire. S'assurer qu'il existe un espace et un temps consacrés aux rapports humains dans l'entreprise dans une dimension de relative gratuité et y participer. C'est-à-dire qu'on puisse se voir au sein de l'entreprise ou parfois à l'extérieur de l'entreprise sans que les enjeux de l'entreprise soient en cause. Ça peut être les fameux pots de départ, les décorations, etc. L'événement marquant de la vie d'une entreprise. Moi, je suis frappé dans le métier que j'ai fait, dans les métiers que j'ai fait, de voir la fierté collective lorsque la SNCF battait un record de vitesse en train. Mais c'était toute l'entreprise qui était portée en avant. Ou chez EADS, lorsque on lance un nouvel avion et qu'on a la première livraison de cet avion, voir l'enthousiasme des gens.
je pense que nous avons besoin de cette relative gratuité au sein des entreprises. Ma conclusion, je crois qu'il est sain que le chef d'entreprise soit un des acteurs de l'entreprise, très important, mais un des acteurs, pas l'acteur unique. Une certaine modestie, d'ailleurs, ne me paraît pas nuisible. Les égos surdimensionnés sont rarement bons pour les entreprises. Alors on me citera évidemment des exemples d'égos surdimensionnés qui ont réussi. Je pense à un d'entre eux que j'ai fréquenté beaucoup, qui était Jack Welch, le patron de General Electric, dont on ne pouvait pas dire qu'il péchait par une modestie excessive et qui a remarquablement réussi. Mais je crois quand même que ce sont des cas exceptionnels et que la modestie est une vertu qui peut se pratiquer dans l'entreprise. Elle peut même s'organiser. Il faut en tout cas veiller à ce que la culture de l'entreprise ne soit pas un culte associé à la personnalité du chef. Je reviens à mon idée qu'il ne faut pas une fusion excessive entre l'entreprise et son patron ou ses patrons ou ses dirigeants. Pour permettre à l'entreprise justement et à son personnel de progresser ensemble et pour aussi assurer la pérennité de l'entreprise au-delà de son dirigeant, aussi charismatique soit-il. Pour construire une culture d'entreprise efficace, respectueuse de valeurs intangibles, tout en étant capable de s'adapter, je crois qu'il n'y a que 2 mots clés pour moi, et je terminerai sur ce point, c'est écoute et respect. Je vous remercie de votre attention.